Moment. Alors, mesdames, messieurs, les amis en régie, en technique, c'est bon pour vous? C'est bon, mon cher Mathieu? Allez, bienvenue sur Escale à 7, sur le podium de la radio locale partenaire qui s'appelle ici Héros. Nous sommes très heureux de vous retrouver à l'occasion des cuisinades. Chaque jour une recette, chaque jour des experts pour nous parler du côté scientifique, pour nous parler du côté cuisine, des chefs parfois, des pêcheurs, parfois ce sera le cas aujourd'hui, des témoins, et puis tous celles et ceux qui font l'actualité de cette manifestation. Nous sommes accueillis avec une équipe formidable. Ici Héros, c'est à la fois le son dans la radio, mais c'est aujourd'hui l'image. C'est la raison pour laquelle vous avez sur l'écran géant les images que vous pourrez observer au fur et à mesure de la préparation des recettes, puisque nous allons faire aujourd'hui une soupe de poisson. Et avant d'entrer dans le vif du sujet et du détail, je vais me tourner vers Robert Rumeau, pêcheur du côté de la Pointe Courte. Robert, merci d'être avec nous et ravi de vous avoir, de t'avoir, parce que nous on se connaît depuis quelques années à propos de cette recette. Comment ça va, Robert ? Très bien Philippe. C'est un plaisir et un honneur de partager ce moment avec vous tous là. Et surtout avec Sonia et Jean-Louis, mon ami corse, et Sonia, grand chef. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous montrer, s'il te plaît, en le saisissant en main, le crabe bleu dont nous allons parler aujourd'hui, puisque je vois que tu en as apporté un exemplaire. Sonia va le prendre en main, on va le mettre à la caméra, et ensuite on va parler évidemment de cet animal qui est invasif, qui a commencé à coloniser les fonds des étangs il y a quelques années et qui aujourd'hui a de plus en plus d'emprise sur le milieu, détruisant d'ailleurs au-delà tout ce qu'il y est dans la nature. D'ailleurs, Robert, tu commences à en pêcher beaucoup aujourd'hui ? Mais depuis maintenant 4-5 ans sur la lagune de Thau, on commence à en pêcher. C'est ce qui commence à nous faire peur, on va dire, parce qu'on sait ce qui se passe, on va dire, dans les autres étangs, notamment dans l'étang chez nos amis corses, où c'est une espèce invasive, voilà, et dévastatrice, parce qu'elle mange toutes les espèces, ça mange autant le poisson que le coquillage. Donc on a très peur que, évidemment, entre nous, les pêcheurs, et la conchyliculture, qui sont deux activités très importante sur le bassin de Thau. On a peur que ça rentre sur le bassin de Thau en grand nombre et que ça dévaste tout, quoi. Robert, avance un petit peu vers la caméra de Thierry, comme ça celles et ceux qui sont devant l'écran vont pouvoir le voir de près. Oui, Robert. Alors, aujourd'hui, Sonia, elle va prendre l'autre crabe parce que on a la chance que ce matin, j'ai pêché 2 crabes différents, c'est-à-dire 2 crabes bleus, mais mâle et femelle. Voilà. Donc moi, je tiens le mâle et Sonia tient la femelle. Voilà, comme dans tous les crustacés, mais voilà. Alors, je me tourne vers Jean-Louis Gaït est là, parce que Jean-Louis, vous représentez le comité des pêches chez vous en Corse, et notamment dans l'un des étangs corses. Or, vous êtes victime en quelque sorte de cette invasion depuis déjà un petit moment. Oui, depuis un petit moment. Depuis 3 ans, dans des proportions incroyables. On n'a pas les solutions. À l'heure actuelle, on n'a pas la vente pour le crabe bleu. Ce qui se passe, c'est qu'on a perdu 70% de nos pêcheurs qui ont vraiment changé de métier. Ce que l'on souhaiterait faire, c'est les faire revenir. Mais comment ? En le commercialisant. À l'heure actuelle, ça n'est pas du tout le cas. On espère trouver des débouchés, soit en faisant de la chair de crabe, soit en faisant de la bix de crabe, ça se fait déjà ailleurs. Et pourquoi pas de l'engrais ou éventuellement de la nourriture animale. En tout cas, il semble qu'on soit tous d'accord sur le fait qu'il va falloir trouver une utilisation de l'animal dans sa transformation. D'ores et déjà, on a abandonné l'idée qu'on ne pourra pas l'éradiquer de façon ou naturelle ou pas naturelle dans les étangs. On ne pourra pas l'éradiquer, ça c'est certain. Comment est-il arrivé ? Je vais me tourner vers notre scientifique dans quelques instants. C'est la question. Comment est-il arrivé ici chez nous en France ? Mais d'abord, Sonia, Robert, est-ce qu'on peut mettre l'accent sur la préparation de la recette de la soupe d'ores et déjà, qui sera filmée par nos amis d'ici Héros. Comme ça, on va voir évoluer la recette et puis petit à petit, j'irai vers les uns et vers les autres, et notamment vers notre scientifique. Sonia. Mais bien sûr, on va commencer, mais je pense que ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le crabe bleu, on parle souvent de sous-population, mais il y a aussi de la surpopulation. J'ai fait un tour de France et j'ai été en Corse et j'ai découvert ce problème. On a tous un impact et on peut tous aider un petit peu l'environnement, on va dire, à s'équilibrer.
Le crabe bleu, on peut le mettre dans la soupe comme on va faire aujourd'hui, mais on peut aussi juste l'ébouillanter pendant 8 minutes, le décortiquer. Ça a une carapace qui est un petit peu molle, c'est pas très compliqué à faire à la maison, vous pouvez le faire avec vos enfants. Vous mettez un peu de mayonnaise, vous faites des rillettes, c'est délicieux, c'est peu onéreux et vous faites un geste pour l'environnement et pour nos pêcheurs parce qu'en fait, ils ont un gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas de prédateurs, entre guillemets, à part le poulpe. Et donc, on peut tous aider nos pêcheurs, aider l'environnement. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va vous montrer dans les recettes. Parfait. Robert, je te laisse nous annoncer les ingrédients. On sait qu'il y en a déjà un, mais il y en a d'autres. Alors, depuis quelques années, la soupe traditionnelle, nous, dans la pointe courte et sur les temps de thau. Donc, évidemment, c'est ce que l'on fait chaque année. C'est-à-dire qu'on se sert du poisson que l'on pêche tous les jours. Et notamment chaque saison, c'est-à-dire les clavières et les gobigeons, avec les crans et les cranquettes, comme on fait d'habitude, et les légumes qu'il faut avec. Mais depuis quelques années, on y a rajouté le crabe bleu. Parce que c'est un produit qui est excellent et dont on se sert pour manger, ce que va faire Sonia à l'heure actuelle devant vous, c'est-à-dire de décortiquer et de le manger. Et puis c'est tellement bon comme produit qu'il faut le savoir, c'est-à-dire qu'on le met aussi dans la soupe, on peut le manger bouilli, on peut le manger, comme on dit, à toutes les sauces. Voilà, c'est la chance qu'on a avec ce produit-là, c'est que c'est une espèce invasive, mais comme vient de le dire Sonia, c'est un avantage, c'est un produit qui est excellent en qualité. Voilà. À nous de le faire découvrir parce que c'est un produit qui vient de toucher la France récemment. C'est qu'il faut arriver à le faire découvrir. Voilà. Bon, pendant ce temps-là, vous voyez le geste précis de Sonia qui est en train donc, de décortiquer la carapace du crabe. Pierre Bory qui est avec nous, qui est la caution en quelque sorte scientifique de la présence du crabe bleu ici. Comment est-il arrivé, Pierre, ce crabe bleu en France ? Il est arrivé par bateau, donc depuis les États-Unis, juste après la Seconde Guerre mondiale, dans les eaux de ballast. Donc c'est les eaux qui sont utilisées pour alourdir ou alléger les bateaux. Les larves en fait sont rentrées dans un bateau qui est parti des États-Unis pour arriver jusqu'en Italie. La première détection a été effectuée dans les années 60 en Sicile, oui. À Venise, non, c'est pas du tout en Sicile. À Venise. Mais c'est en Italie. C'est en Italie, voilà. Jusque dans les années 2000, globalement, c'était une espèce qui était introduite, mais pas envahissante. On l'a trouvée en petite quantité. Et puis, depuis les années 2000, et puis particulièrement depuis les années 2010, et le réchauffement des eaux et l'impact du changement climatique, c'est une espèce qui a proliféré. Les premières détections en France, c'est l'étang de Berre, si je dis pas de bêtises. Et, à côté de Marseille, Martigues. C'est ça. Et ensuite, globalement, nous, notre association, on est basé dans les Pyrénées-Orientales et dans l'Aude. Et les premières détections ont été faites dans l'étang de Canet en 2017. Et puis très rapidement, l'espèce a proliféré pour arriver à un maximum en 2022 de 15 tonnes qui ont été sorties de l'étang. Entre 2022 et 2024-2025, en fait, avec la sécheresse, la salinité est arrivée à des niveaux qui empêchaient l'espèce de proliférer. Plus, il y avait un travail des pêcheurs qui était très très important pour capturer l'espèce et la sortir de l'étang. Et là, depuis 2025 et maintenant 2026, avec les pluies qui sont arrivées et la baisse de la salinité, on a un risque que l'espèce reparte plein de balles, on va dire, dans l'étang, donc avec toutes les problématiques que ça peut avoir. Alors, vous comprenez qu'il est sous surveillance déjà depuis un petit moment. Ça doit être, pour les scientifiques que vous êtes, un petit peu angoissant, inquiétant de penser qu'on ne va pas pouvoir éradiquer ou lutter finalement contre la nature. À quel moment on se dit, maintenant il va falloir faire avec et on ne peut pas faire mieux ? C'est comme beaucoup d'espèces invasives. Je pense qu'on peut parler aussi de, par exemple, la tortue de Floride qui a été introduite. Donc c'est une tortue d'eau douce qui maintenant n'est plus gérable en France parce qu'en fait les gens en achetaient et puis les relâchaient dans la nature quand elle devenait trop grosse. Le crabe bleu, on est arrivé à peu près à ce niveau-là où on ne pourra jamais l'exterminer. C'est une espèce qui est maintenant présente. Maintenant, il va falloir faire avec. Justement, une gestion par la commercialisation pourrait être intéressante afin de rémunérer les pêcheurs pour faire sortir le crabe bleu des étangs. Mais c'est toujours, il y a une fine ligne entre maintenir une activité commerciale et promouvoir cette activité commerciale. Donc, il ne faut pas non plus aller dans le sens où on veut commercialiser du crabe bleu parce que les impacts sont réels au niveau des lagunes. Et puis, comme mon collègue en parlait tout à l'heure, il y a un impact qui est très important sur les pêcheurs. Donc l'idée, c'est pas de pêcher du crabe bleu, c'est d'enlever le crabe bleu des lagunes pour essayer de garder un niveau qui soit le plus bas possible pour permettre aux pêcheurs aussi de continuer leurs activités sur d'autres espèces. Merci Pierre. On revient vers la recette.
où l'on s'active. Sonia, meilleur ouvrier de France en 2023, qui adore travailler le produit local, vous l'imaginez bien, et qui a dû s'adapter, comme tout le monde, à la cuisine du crabe bleu, ma chère Sonia. Il a fallu se dire, bon, on va l'utiliser, on va le cuisiner. Ben, je pense que c'est notre rôle de professionnel, de s'aider entre professionnels. Et moi, je suis très engagée. Et donc, c'est vrai que quand j'ai découvert ce problème qu'on avait avec le crabe bleu, et ben, je l'ai vite utilisé dans ma cuisine. Et c'est vraiment délicieux. Du côté de la Corse, il y a déjà quelques années qu'on s'était dit... Attention. On s'était dit, tiens, finalement, on va le mettre dans la gastronomie locale, parce que j'avais vu des reportages il y a déjà un petit moment. On s'est dit, il faut qu'on le cuisine, il faut qu'on trouve un moyen de l'utiliser. Absolument. Puis il y a déjà pas mal de recettes déjà. Il y a une vingtaine de recettes, mais seulement c'est familial. Exclusivement c'est familial. On n'arrive pas à pouvoir dégager réellement des carbes bleus pour la restauration. Et c'est là, en période estivale, là où il est le plus actif, on pourrait le pêcher à outrance et fournir tous nos restaurants. Est-ce que, au-delà de sa présence invasive, il détruit également les filets? C'est compliqué à le pêcher? C'est une bonne question. En fait, ça détruit totalement les verrues à anguilles. On n'a plus de possibilité de prendre de l'anguille. Tant qu'il ne s'envase pas, que les températures d'eau sont basses, si les températures d'eau sont de l'ordre de 10 degrés, il n'y a pas de souci, il s'envase, on peut continuer à travailler l'anguille. Mais là, cet hiver, par exemple, il ne s'est pas arrêté. Il était tout le temps actif. Robert Rumeau, qui est patron pêcheur sur l'étang de Thau, un des derniers patrons pêcheurs sur l'étang. Mon cher Robert, quel est ton surnom? La poule d'eau. Voilà, parce que je vous explique. Je vous explique. Ici, à Sète, il n'y a pas qu'à Sète d'ailleurs, mais tout autour, il est de tradition d'avoir des surnoms. Tu en as quelques-uns comme ça en mémoire, par exemple dans l'association du Ponton? Surtout dans le quartier de la Pointe-de-Courte et dans le milieu de la pêche, il faut savoir une chose, que tous les villages sont touchés par ce phénomène de surnom. Voilà. Donc à la Pointe-de-Courte, par exemple, on avait le muge, la banane, la mouche, le pachyderme. D'ailleurs, le pachyderme, c'est Louis Moll, et c'est lui qui m'a donné le surnom. Je préfère le préciser, parce que c'est une caricature et une galéjade. Voilà. Eh oui, on surnomme les gens comme ça, c'est une tradition, ne vous en étonnez pas. Lorsque vous irez, vous qui êtes en vacances de passage sur l'île singulière à la Pointe-Courte, vous savez, c'est cet endroit qui a été mis à l'image par Agnès Varda il y a déjà quelques décennies de cela. J'ai eu la chance de rencontrer Agnès Varda à l'occasion des fêtes de la Saint-Louis il y a quelques années avec l'équipe de France Bleu Héros à l'époque. Et quand vous passez à la Pointe-Courte, si vous voyez sur le ponton quelques amis en train de blaguer autour d'une cuisine locale, il y a des chances que le chef de cuisine soit là parce qu'il adore faire la fête. Voilà. Alors, où en est-on? Préparation de... On prépare la soupe traditionnelle de la Pointe-Courte, la soupe de poisson. Voilà. Donc, évidemment, il va y avoir la touche de Sonia qui me guide, on va dire, qui m'améliore ma soupe traditionnelle et au niveau. Non, elle l'améliore pas. Elle lui donne son petit coup de chef. Elle y met sa belle touche, le chef, sa superbe touche. Voilà. Donc c'est la recette de ma grand-mère, justement avec le coup de main de Pierrette qui m'a appris à cuisiner. Et je continue la tradition de la soupe de poisson de mon quartier. Ça, c'est génial, hein, la transmission. Tiens, merci de me passer le flambeau pour aller voir Victoria qui est là, parce que quand on parle de cuisine familiale, je ne peux m'empêcher de vous montrer cet ouvrage qui est signé Victoria, parce que c'est elle qui a commis ce livre, qui est en fait une quête des recettes des familles des Pyrénées-Orientales, on peut dire comme ça? Des gens de mer, des PO, surtout le littoral des PO, de Leucate jusqu'à Cerbère. Vous êtes allé rencontrer les familles, les pêcheurs, les familles de pêcheurs, vous-même, fille et petite-fille de pêcheurs. Quelle a été votre réaction quand vous avez entendu les premières recettes qu'on vous a racontées? Est-ce qu'elles se rapprochaient de vos recettes de la famille, ou est-ce que vous avez trouvé des choses tout à fait étonnantes? Ah oui, ça se rapprochait, hein. Alors chacun a sa spécificité, chaque famille fait la recette à sa façon, quelle que soit l'espèce, mais là vraiment on retrouve des similitudes de cuisine catalane, c'est vrai. Par contre pour le crabe bleu, c'est moi qui ai essayé de créer des recettes
parce que c'était peu connu. Donc en s'inspirant des recettes de tourteaux, des recettes d'araignées de mer, etc., bien sûr, on n'invente rien, on s'adapte aux nouvelles espèces. Par contre, ce qui est plus commun, c'est la préparation de la soupe de poisson dans ces familles. Hein. C'était quotidien, c'était quelque chose qu'on maîtrisait totalement. Absolument, absolument. La soupe de poisson, de toute façon, elle est faite avec ce que le pêcheur ramène de la pêche. Hein. On n'invente pas, on ne va pas dire « Ah ben, aujourd'hui, on va la faire avec des rascasses ». Ben, s'il n'y a pas de rascasse, on va faire du congre. Et s'il n'y a pas de congre, on va faire autre chose. Et le crabe bleu, c'est fabuleux en soupe. J'ai fait des bisques de crabe bleu, c'est magnifique, ça n'a rien à envier au tourteau ou au homard. C'est vraiment, il faut que vous l'appropriez, messieurs, dames, parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est un très bon aliment, quoi. C'est vraiment quelque chose de délicieux. J'adore la soupe et je vous fais une confidence, Victoria, c'est que je la trouve parfois meilleure réchauffée le lendemain que le jour même. Oh, ben Merci d'avoir répondu à cette question. Comme beaucoup de choses cuisinées et en sauce, hein, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça peut se manger à plusieurs. Et puis Ça, on peut la ça congeler épouse. aussi. On peut la congeler. Bien sûr, mais le mieux c'est de la manger fraîche. Et si vous... Oui, des questions dans le public. Oui, Marie-France. Oui, madame. Pardon? Est-ce qu'elle se vend sur le marché, c'est ça que vous dites? Où est-ce qu'on trouve les soupes de poisson? Eh bien, il faut en parler à vos poissonniers parce que les pêcheurs, ils adoreraient pouvoir le distribuer, sauf que les poissonniers, ils ne sont pas habitués à cette espèce. C'est une espèce qui est quand même un peu compliquée à gérer lorsqu'elle est un peu virulente, quand il fait peu chaud. C'est surtout que les poissonniers doivent passer par les criers obligatoirement pour se fournir, voilà, pour des raisons de traçabilité. Et du coup, le crabe bleu, c'est directement à vos pêcheurs. Voilà, comme à Robert, vous lui demandez qui vous empêche tous les matins. Oui. Moi, j'ai une solution si vous voulez que les poissonniers vendent le crabe bleu. Je pense que vous, les pêcheurs, vous pouvez nous inviter. On fait un petit dîner ensemble, on cuisine le crabe bleu et quand on va se rendre compte à quel point c'est bon, il y en aura sur tous les étalages de France. Le rendez-vous est pris, le rendez-vous est pris, Sonia, à la pointe courte. Dès qu'il va faire beau, je vous invite tous les deux, mon ami Corse et toi Sonia, à la pointe courte sur mon ponton. Je vous signale à la base que c'était la question de madame qui voulait savoir où on pouvait trouver du crabe bleu. Hein. Oui, oui. Ah ouais. Non mais je vois bien là, elle a fait un peu comme l'anguille là, elle s'est faufilée. Non, tu sais que je suis engagée. Non, moi je suis très engagée comme poissonnière, mais c'est vrai qu'on doit tous jouer le jeu. Mais je pense qu'avec des manifestations comme aujourd'hui, eh ben, ça va nous pousser tous. En fait, si le client demande au professionnel une espèce, forcément le professionnel, il va l'avoir aussi. Donc on peut tous s'y mettre. Vous demandez aux poissonniers et nous les poissonniers, on essaye d'y s'y mettre aussi. Puis bientôt, il n'y a que des crabes bleus sur les étalages. Si vous demandez, ben oui, si vous demandez de la baleine à bosse, si tout le monde demande de la baleine à bosse, non, il y a pas de baleine à bosse. Oui, alors, oui, dites. Je pense qu'il faut qu'on parle de ça juste avant parce qu'on est en train de préparer. Donc, Pardon, Sonia, vous avez les images sur l'écran géant. ok, ça c'est le crabe bleu, donc c'est l'espèce qu'il faut commencer à déguster fortement. Et ça c'est le crabe des étangs, c'est le crabe qui est endémique ici. Et malheureusement, le crabe bleu mange les crabes des étangs. C'est ça. Et encore, il me semble que vous en avez plus beaucoup. Il n'y en a plus un seul individu. Il y en a Plus un seul individu à l'heure actuelle. Alors qu'on faisait du tonnage, qu'on expédiait en Sardaigne, et le crabe vert a totalement disparu. Donc voilà. Donc là, on est en train de concasser les crabes. On va mettre un peu d'endémique et un peu de crabe bleu. Après, on va faire poêler ça. On met les légumes et on commence la soupe. Est-ce que la chair se ressemble de l'un à l'autre ou pas du tout? Est-ce qu'on peut la différencier dans l'assiette? Bah en fait, le crabe endémique, il est vraiment petit là. Non, mais la couleur de la chair, par exemple, est-ce que ça se ressemble? Ah oui, c'est blanc, c'est nacré. Ouais. Robert, un petit mot avant que j'aille parler du vin, parce qu'on a un accord Mévin qui nous attend. Oui. Oui, je disais, est-ce que les chairs se ressemblent finalement du crabe commun que vous aviez dans les étangs au crabe bleu d'aujourd'hui? Alors, ce sont deux chairs, on va dire, un peu différentes parce que le crabe bleu a un arrière-goût sucré. C'est pour ça que quand on commence à le cuisiner et le mettre à la soupe de poisson, par exemple, il faut faire attention parce que c'est un produit qui est excellent,
C'est ce qu'on va faire découvrir avec Sonia et nos amis corses aujourd'hui. Et déjà, vous allez sentir l'odeur parce qu'on va commencer à faire le cuire. Donc ça va être intéressant. En plus, le vin va jouer avec vous. Et vous allez avoir toutes les odeurs sur vous, vous allez voir. Mais c'est un produit que je répète qui est excellent, qui est beaucoup plus doux et beaucoup plus sucré. Voilà. Bon, si quand je rentre à la maison ce soir, je sens le crabe, je te renvoie le truc. Hein. Tu expliqueras pourquoi je... Alors, on va parler de l'accord Mévin. On n'est pas tout à fait encore sur la recette terminée, hein, puisqu'on va passer à la cuisson. Mais j'ai le plaisir d'être à côté de Magali. On va parler du domaine des Yeuses, qui est un domaine viticole qui se situe sur la route qui va de Metz à Marseillan, Marseillan-Ville et puis un peu plus loin, Marseillan-Plage. Merci Magali d'être avec nous. Oui, bonjour Philippe, merci de m'avoir invité. Alors, présentons d'abord le domaine et ses caractéristiques. Est-ce qu'on est sur une histoire viticole familiale ? Oui, c'est un domaine familial, donc c'est nos pères. Donc moi je travaille avec déjà mon cousin Sylvain et nos pères Jean-Paul et Michel ont racheté ce domaine-là avec leur père donc en 77. On est sur le territoire, entre guillemets, sur le terroir du Picpoul. Est-ce qu'il y a un rapport avec ce terroir ? Bien, oui, c'est un terroir qui est entre terre et mer. Nous, on a un Picpoul effectivement à notre gamme, mais aujourd'hui, donc la cuvée qui est mise en avant, c'est un IGP Pays d'Oc. IGP, indication géographique protégée, que vous pourrez retrouver sur le stand IGP Pays d'Oc, qui est là-bas, avec petite dégustation, avec modération. Je vous laisse nous dire un mot de la cuvée que vous avez sélectionnée pour aller avec la soupe de poisson. Oui, donc la cuvée s'appelle Eau d'Yeuze. Donc c'est une cuvée qui est à base de vionnier et de chardonnay. C'est élaboré avec une partie en élevage en fût, qui nous permet d'avoir donc de l'onctuosité et aussi un peu plus de dynamique en bouche. On a pu faire cette cuvée-là pour rendre hommage au domaine. Donc c'est notre haut de gamme chez nous. Donc haut pour le haut des Yeuses, mais aussi pour le côté audacieux et le jeu de mots avec les Yeuses. Donc ça ira bien avec quelque chose qui sort de l'ordinaire pour la soupe de ce jour. Est-ce que je peux vous demander, Magali, vous avez ouvert la bouteille, hein, déjà on va la déguster dans quelques instants avec nos invités. Est-ce que vous pouvez présenter la bouteille à la caméra pour que celles et ceux qui sont devant les écrans puissent bien en voir l'étiquette ? D'ailleurs, un mot sur l'étiquette ? Oui, donc c'est la fontaine qui est donc dans notre parc. Oui, c'est bon. Donc l'enseigne, donc on voit la statue qui est dans la fontaine de notre parc et donc le domaine des Yeuses est bien mis en avant avec le jeu de mots Eau d'Yeuze, oui. Et là, donc, le vin est au frais, au glacé, parce que ça se sert à température bien fraîche. On le laisse encore quelques instants et on va faire la dégustation avec la soupe. On a toujours un Robert Rumeau très... comment dire, très en verve. Lui qui vit complètement d'ailleurs Escalacette, c'est un des piliers de la fête de la Saint-Louis aussi ici à Sète. Pourquoi tu es brutal comme ça, mon cher Robert ? Je remplace un peu Maïté avec les anguilles. Hein. C'est malheureusement, j'ai oublié la paix, je suis obligé de taper. Voilà. Bon, ça bouge moins quand même dessous le couteau. Hein. Voilà. Ouais, ça bouge moins. Mais par contre, toi, regarde le produit comme il est. Justement, regardez l'intérieur du crabe bleu, grâce aux images d'ici Hérault, vous voyez que c'est assez charnu à l'intérieur quand même. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que c'est un produit qui est vraiment charnu, et jusqu'aux pinces, vous allez le voir, parce que, regardez les pinces comme elles sont pleines. Vous voyez ? Voilà pourquoi c'est intéressant de pouvoir le décortiquer et de le mettre un petit peu dans tous nos plats. Voilà. Parce que je vous garantis que c'est un produit qui est vraiment excellent. Sonia Bichet, qui est toujours avec nous, c'est la marraine de l'édition d'Escalacette 2026, meilleure ouvrière de France. Sonia, ça se dit meilleure ouvrière, enfin moi je le dis comme ça. Hein. Bien sûr, évidemment. C'est très masculinisé tout ça, donc je préfère. Comment vous est venue la passion alors de la cuisine, mais plutôt aussi des produits de la mer ? Ben moi, il faut savoir qu'à 18 ans, je voulais faire une fac de droit et devenir avocate. Je viens de la région parisienne, donc on n'a pas beaucoup de poissons. Et finalement, en face de mon lycée, il y avait une poissonnerie et j'ai fait mon premier job étudiant. Et puis après ça, je suis partie en bac pro poissonnier au lieu d'aller à la fac. Et j'ai fini meilleur apprenti de France. Et après, pendant 8 ans, j'ai fait beaucoup de concours jusqu'au meilleur ouvrier de France. Ouais. Alors, si vous cherchez du poisson... Ah oui, qu'est-ce que vous voulez ? On a du talent autour de nous. Si vous cherchez du poisson à Paris, allez plutôt à Rungis que dans la Seine. C'est ça.
Bon, merci Sonia d'être avec nous. Donc la soupe est en préparation. On va terminer cette recette à la cuisson. Et j'entends ici ce bruit agréable qui est au fond de la casserole. Est-ce qu'on peut, Robert, commenter ce qui se passe puisqu'on a les images? Alors, on commence toujours la soupe de poisson par faire roussir les crabes ou les cranquettes. D'ailleurs, dans n'importe quelle recette traditionnelle sétoise, on commence toujours par les crabes et les cranquettes. Voilà, c'est ce qui donne vraiment le goût. D'ailleurs, on va vous faire sentir au fur et à mesure la préparation. Vous allez voir que les crabes donnent vachement du goût. C'est le plus important. Voilà. Et après, on va mettre les ingrédients parce que dans une soupe, eh bien, c'est un mix avec des légumes. J'en profite pour mettre un accent parce que ce sont les oignons de mes cousins, les oignons doux des Cévennes. Un petit peu de pub au passage, ça mange pas de pain. Hein. Et derrière, il faut des poireaux, il faut du céleri, une branche de céleri, il faut des carottes et évidemment l'oignon. Voilà, qu'on mélange avec le poisson traditionnel de l'étang, les clavières et les gobigeons. Voilà. Là, il y a 2 poissons, il me semble. Non? C'est lequel et lequel? Alors, allez, vas-y. Alors ça, ce sont les 2 poissons que l'on sert. Ils ne grossissent pas plus. Le gobigeon grossit un petit peu plus, mais la clavière reste comme ça. Ce sont des petits poissons. Donc ça, c'est la clavière et ça, c'est le gobigeon. Voilà. Et le gobigeon, même quand il arrive le mois de juillet, tu vois Sonia, il commence à avoir des œufs. Donc il a grossi. Il s'est engraissé comme moi. Et il a les œufs et on le fait frire. Donc les anciens, quand ils arrivaient de la pêche, ils les mettaient de côté, les plus gros, et ils les faisaient frire dans la poêle. Là, nous sommes presque à la fin de la préparation de cette recette de soupe de poisson. Dans quelques instants, vous allez pouvoir sentir, comme nous le sentons nous-mêmes ici dans le studio, cette agréable odeur de préparation de soupe à partir des ingrédients locaux et notamment de ce crabe bleu. Alors, je vais faire un petit tour d'horizon rapidement avant la fin de la cuisson. Et je vais commencer par Jean-Louis Gaitella, qui représente les pêcheurs des étangs corses, et en particulier celui de Bigoglia où vous travaillez. Ça ressemble, pardon, je ne connais pas l'endroit en particulier, mais ça ressemble à l'étang de Thau? Pas du tout. Eh ben, très bien. Merci d'être venu. C'est l'étang corse. C'est un étang saumâtre, donc lagunaire, donc de très faible profondeur. Ça n'est pas un étang salé comme l'étang de Thau. On a 2 étangs salés du type de l'étang de Thau, là où il y a beaucoup moins de crabes bleus parce qu'ils n'adorent pas la salinité. Voilà, ça, ils sont assez protégés. Mais sinon, au milieu saumâtre, dans les étangs, c'est des faibles profondeurs. Ça ressemble plutôt à l'étang de Canet-Roussillon, l'étang de Bigoglia. La faible profondeur, au saumâtre, donc l'idéal pour le crabe bleu. Merci d'être avec nous et on vous retrouve sur le stand de la Corse ce soir pour l'inauguration à 17h. Pierre Bory, notre scientifique qui étudie donc de très près, il n'est pas le seul, mais en tout cas la communauté scientifique suit de très près l'évolution du crabe bleu. Parce que nous avons aussi beaucoup de touristes ici à Sète, est-ce qu'ils mangent les pieds quand on va se baigner? Oui. Voilà, vous êtes fixé, hein, mettez plutôt des sandales en plastique. Non, mais après oui, c'est un animal qui a des sacrées pinces, donc même pour les pêcheurs et tout, parfois il faut faire attention. Tout à l'heure on parlait de la commercialisation, justement il y a aussi un frein actuel, c'est que globalement en fait c'est un crabe qui est assez agressif sorti de l'eau, et donc il faut l'endormir, le transporter dans de la glace pour le calmer et ensuite l'ébouillanter pour le tuer. Soyez extrêmement prudents si vous en voyez un à proximité, parce que c'est quand même très dangereux. Il y a une force incroyable dans les pinces et on peut vite perdre un morceau de doigt. Merci Pierre d'avoir été avec nous pour cette caution. Alors, pour ce qui est de mémoire et cuisine des gens de mer, Victoria Magenti, si on a envie de progresser ou plutôt de changer son ordinaire en matière de préparation culinaire, c'est une bonne idée de se plonger dans ce livre? Ah ben, j'espère, c'est pour ça que je l'ai fait. Disons que moi, je suis vraiment pour la transmission et les recettes des vieux pêcheurs et des gens de mer, des personnes d'un certain âge qui prenaient le temps de cuisiner le poisson frais qui revenait de la pêche, eh bien, c'est vraiment... Enfin, moi, ça m'a passionné et j'espère que ça... Enfin, en tout cas, chez nous, il s'est bien vendu. Donc, voilà. Je pense que ça intéresse aussi beaucoup de monde. Et il y a des recettes de crabe bleu à l'intérieur. Je parle du riz au crabe bleu. La paella, mais plus largement le riz à la casserole. Et
le crabe bleu au courbouillon tout simplement. Je me suis amusée à faire des verrines de crabe bleu, des verrines de mousse de lentilles au crabe bleu. C'est fabuleux, avec n'importe quel légume, mais manger comme ça, simplement, c'est aussi très très bon. C'est vraiment une espèce à découvrir. C'est génial. Merci beaucoup Victoria. Alors là, je pense qu'on va pouvoir commencer à servir un petit fond de verre de vin blanc avec modération pour que nos invités puissent également faire le lien avec la soupe de poisson. Je reviens, Robert, dans un instant pour commenter ce qui se passe en dégustation. Il est à température là, c'est bon ? Oui, ça devrait vous convenir. Bon, je vous laisse servir nos invités. Robert, Sonia, on est en train de vous faire passer... Je crois qu'on a fait passer des petits toasts, Robert. Eh bien, on est en train de préparer les toasts avec la soupe de poisson, on va dire à la mayonnaise faite maison qu'on a fait sur place ici. Et avec la recette évidemment de Sonia, parce qu'on a décortiqué le crabe bleu et on l'a mélangé à la mayonnaise. Donc automatiquement, ça va donner la soupe de poisson avec traditionnelle, plus les croûtons avec le crabe bleu. La dégustation à Cormévin arrive dans un instant. Robert, un mot sur le championnat du monde de demain que tu prépares et tu n'es pas seul. Alors demain, il y a un gros championnat du monde qui va se passer sur le site de la Criée de Sète avec plusieurs soupes différentes et avec un jury, on va dire avec Sonia, je crois, qui est présidente du jury aussi. Demain, voilà. Et j'ai remarqué qu'on ne m'a pas demandé à moi. Voilà, donc il y aura à peu près 4 soupes différentes, la soupe de la mer, la soupe faite par le lycée formateur, le lycée de la mer, qui est une chose qui est très importante pour nous parce que la formation est une chose très importante pour n'importe quelle profession et pour la profession de la pêche, avec 2 soupes de la mer et de l'étang. Et voilà, on va se faire un petit championnat du monde avec un jury d'exception. Merci mon cher Robert. Sonia Bichet, notre marraine de l'édition d'Escale à 7. Ma chère Sonia, c'est toujours un bonheur que d'être là devant ces produits et de préparer pour le public. C'est un bonheur de vous faire plaisir, mais c'est surtout un bonheur de pouvoir cuisiner à côté des pêcheurs, parce que je pense que c'est hyper important de connaître le produit. Et d'ailleurs, j'en profite, je fais une petite pub, mais on a fait des épisodes sur YouTube qui s'appellent 20 milieux sur les mers. J'ai fait un tour de France l'année dernière où dans chaque région, j'allais voir un pêcheur. On allait voir des producteurs, on cuisinait, on allait dans les écoles maternelles aussi parce que les enfants, c'est simple de bien les éduquer. C'est des fois plus simple que de rééduquer un adulte. Donc n'hésitez pas à aller voir sur YouTube. J'ai été voir notre ami Corse et on a passé un super moment. Je vous laisse découvrir ça. Bon, merci à toutes et à tous pour votre attention. Merci à nos invités. Si vous voulez aller faire une partie de pêche avec Robert Rumeau, c'est juste qu'il faut se lever à 2h du matin pour être présent au ponton à la bonne heure, sinon il s'en va sans vous. On a été très heureux. Oui. Si vous voulez goûter la soupe de poisson, rendez-vous demain matin à la Criée. Alors, demain matin, ça va se passer de la façon suivante. À 11h, nous partons en défilé, traverser toutes les rues de la ville avec toutes les formations. Vous allez voir, c'est un truc exceptionnel. Et nous terminerons en fin de matinée du côté de la Criée, où on pourra profiter notamment de la dégustation de ces soupes de poisson. Merci Aurélie pour ton aide à la préparation de cette émission. Merci Aubert et toutes les équipes d'Ici Héros. On vous dit à très très vite. Vous retrouvez cette émission sur YouTube en passant par Escale à 7. Comme ça, vous pouvez tranquillement revoir cette émission. On vous dit à demain. Merci, bonne Escale à 7. Merci à toutes et à tous. Merci. Merci.